Bah écoutez, bonjour à tous, bonjour, merci déjà d'être là pour le deuxième café débat de la FES. Petit point de contexte, pourquoi on fait ça? Le 17 avril, on organise un grand salon du recrutement ici même, donc juste à côté, au Méditerranéo. On attend 3500 à peu près étudiants, on a 4000 et 5000 offres d'emploi et surtout à l'intérieur, on a une grosse zone de l'entrepreneuriat où les jeunes vont pouvoir venir un peu découvrir leur incubateur de demain, leur accompagnateur de demain, d'où le café d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va passer un petit 30-40 minutes, peut-être un peu plus. On va voir ensemble. On va discuter. Voilà, le but, c'est de se faire un échange un peu sympa et de renseigner un peu un maximum sur vos parcours, les personnes qui sont derrière l'écran. Pour commencer, petit tour de présentation. Un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, votre parcours, où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Et voilà, je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Peut-être vous voulez qu'on suive un petit schéma Allez. Pourquoi pas. Alors, bonjour, je m'appelle Déborah, je suis designer pour faire large. J'expliquais un peu plus tôt que c'était autant du design d'espace que du design produit, c'est un peu ce qui m'a plu. Dès l'obtention de mon diplôme, je me suis lancée auto-entrepreneur. Je pense que j'avais besoin d'exister un peu professionnellement par moi-même et valider des compétences, commencer à générer des petits revenus, avoir un peu plus confiance en soi aussi. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir un emploi CDI à côté. Okay. Donc j'ai pendant un temps cumulé les missions et aujourd'hui je suis à 100% à mon compte. Ok, trop bien. Voilà, je passe le micro. Le parcours peut-être un peu étudiant. Le parcours étudiant, d'où à partir d'où parce que. Ouais. Allez. Allez, on est parti. Non, L'école primaire. j'ai fait, contre toute attente, il fallait que je trouve quelque chose qui m'attirait dans les cours parce que j'ai fait un cursus général jusqu'au brevet. Okay. Et ensuite, je suis partie dans un secteur pro. Donc c'était un nom un peu barbare, le marchandisage visuel. Okay. Ça parle pas du tout, mais ce sont les vitrines de magasins, typiquement les galeries Lafayette. Donc finalement le design en fait a commencé à m'intéresser à ce moment-là. Ça s'appelle comment ? Marchandisage visuel. Merchandising en anglais, c'est un peu plus commun. Donc on est vraiment sur la mise en valeur de produits. Et finalement, c'est en excellant en bac pro que j'ai pu rentrer dans de bonnes écoles. Donc j'ai fait un BTS à l'école Boulle. Bravo. Et ensuite, j'ai fait un master double cursus, parce que vous allez comprendre par la suite que j'arrive pas à me cantonner à un seul domaine. Donc j'ai fait un master double cursus archi d'intérieur et design. Okay. Et donc aujourd'hui, je m'éclate sur beaucoup de missions et toutes plus différentes, diverses les unes que les autres. Donc c'est hyper intéressant. Trop bien, génial, merci. Donc moi c'est Vincent. J'ai fait un parcours d'école d'ingénieur en informatique. Aujourd'hui, j'ai lancé en parallèle de ma rentrée en école, j'ai lancé ma première activité. J'avais une association pour amener du travail au sein de l'école, donc ce qu'on appelle une junior entreprise aujourd'hui. Et j'ai ouvert ma société en parallèle pour pouvoir prendre aussi des missions pour moi. En tant que dirigeant d'une association, on ne peut pas se rémunérer. Et on ne fait pas ça que pour la gloire, donc il fallait bien manger à côté. On est en plein dedans, nous. donc voilà. Et maintenant, ça fait 7 ans que j'ai ma société qui est ouverte depuis. Okay. Qui évolue et là maintenant on est 12 personnes, on fait de la cyber, de l'IA, du développement et je suis sorti d'école il y a 3 ans. Donc voilà. Trop bien. Et du coup quoi comme offre un peu pour quelle offre pour le client tout simplement? Alors on a différents pôles, on a 3 grandes spécialités qui sont l'intelligence artificielle, okay. Le développement, logiciel, web, mobile et en troisième la cybersécurité. On fait du développement de projets, donc on développe des projets, des solutions pour des clients. d'ERP de compagnies aériennes à des solutions d'intelligence artificielle sur mesure, à du recrutement pour renforcer les équipes techniques de nos clients. Ok, trop bien. Voilà, et on travaille sur de la start-up à des grands groupes internationaux. Super, trop cool. Salut, du coup moi c'est Nicolas, donc pareil j'ai fait la même école que Vincent, donc j'ai été diplômé en 2023 et l'avantage que j'ai eu c'est que j'ai fait mes études en alternance. Donc moi je suis ingénieur mécatronique, donc okay. Mécanique, électronique et programmation. En gros c'est de la fabrication de robots. Moi personnellement j'ai réalisé que je voulais faire l'entrepreneuriat parce que j'arrivais pas à rentrer dans une case au boulot, c'est pas mon truc, c'est pas possible. Et en fait ce qu'on a c'est qu'on a la chance d'avoir l'option entrepreneuriat en dernière année donc de l'école. Et donc avec un collègue on a monté une idée, on s'est associé sur le projet. Et c'est de la fabrication et de la protection d'objets de collection on va dire pour faire simple. Et en parallèle, moi je me suis lancé à mon compte à la sortie de l'école sur un bureau d'études pour faire soit du consulting pour les entreprises. Donc elles ont un problème, j'interviens et j'essaie d'identifier les aider. Soit elles viennent avec une idée et en gros elles viennent avec une page blanche, l'idée, et je les aide à concevoir et à réaliser la machine en question qui va les aider à faire ce qu'elles ont besoin de faire.
Donc typiquement, c'est de la fabrication de A à Z, quoi. Conception, fabrication, installation et livraison au client. Donc voilà. Trop cool. Bonjour, donc moi c'est Maxime, Maxime Bourdillon, et donc moi mon activité c'est essentiellement des ateliers, animer des ateliers sur l'écologie en fait. Donc c'est la fresque du climat notamment. Donc j'anime ces ateliers dans des entreprises, dans des universités, dans des collectivités publiques, voilà, également dans des lycées, dans des collèges. Et puis donc je vais animer effectivement différents ateliers autour de l'écologie, donc fresque du climat, fresque du numérique. C'est des ateliers qui durent à peu près 3 heures. Vraiment pour comprendre les ordres de grandeur, l'ampleur du changement climatique, également les mécanismes du changement climatique, qui sont des choses qui sont en fait pas forcément bien connues. Et en parallèle, j'ai une autre activité où j'enseigne. J'enseigne donc l'écologie, enfin la transition écologique, dans une école d'ingénieurs qui s'appelle le CESI et une école de commerce qui s'appelle l'IPAG. Et après, au niveau de mon parcours, j'ai commencé par, donc après mon bac, j'ai fait une prépa ingénieur, enfin une prépa pour les écoles d'ingénieurs, MPSI-MP. Par la suite, j'ai fait une école, je me suis un peu orienté, je suis allé dans une école qui s'appelle IMTBS, enfin Institut Mines Telecom Business School, qui est une école, en fait, c'est une école de commerce au sein d'un groupe d'écoles d'ingénieurs, ce qui était un peu entre les deux, on va dire. Et suite à ça, j'ai travaillé pendant 5 ans en CDI, en gestion de projet, dans une entreprise qui faisait du reconditionnement de smartphones, qui s'appelle Recommerce. Et après ça, en fait, j'ai voulu me lancer à mon compte, en fait. Et j'ai eu l'opportunité de faire... alors, j'ai fait un peu de freelance en gestion de projet informatique. Et pour la transition, on va dire. Et après, je me suis mis à temps plein, on va dire, dans l'animation d'atelier. Et actuellement, c'est mon activité. Voilà. Génial. C'est trop cool parce qu'en plus vous avez des profils un peu, enfin, même si parfois il y a des dénominateurs communs, donc potentiellement une école en particulier. En vrai c'est cool parce qu'il y a eu des trajectoires qui sont totalement différentes. Moi du coup je me présente vite fait, Gillian Mas, donc je suis moi responsable du pôle orientation, insertion pro et entrepreneuriat du coup au sein de la FES 06. La FES 06 c'est la fédération d'un peu toutes les associations étudiantes de Cannes jusqu'à Menton. Ça me fait super plaisir de faire cet atelier, parce que même moi j'ai lancé mon auto-entreprise assez récemment. J'ai un parcours un peu double dans le sens où j'ai fait du droit de l'informatique, donc 2 licences, un master 1, un master 2, droit des affaires et droit des affaires après tourné un peu numérique. Et avec du coup la volonté de rapprocher deux mondes juridiques très comme on les connaît, et aussi ingénieurs parfois également comme on les connaît, avec parfois des préjugés qui sont assez vrais, et du coup 2 mondes qui ont du mal un peu à communiquer. Et du coup j'avais une petite formation technique qui était une licence, je me suis dit que c'était pas suffisant, du coup je suis parti en école d'ingénieur pour vraiment avoir la légitimité de pouvoir parler des ingénieurs et pas passer pour celui qui veut essayer de comprendre sans comprendre le fond. Donc voilà, pour faire moi du droit sur tout ce qui est informatique. Donc cyber, IA, même crypto-monnaie et tout, c'est ma passion. J'ai fait mon mémoire là-dessus. Et du coup j'ai monté mon auto. Parce que j'ai un jour quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit ouais, pourquoi ça ne dirait pas de nous aider, on a besoin de créer une boîte et tout. Je suis en vrai, de ouf, j'avais le diplôme qui me permettait de le faire. Et du coup ça a commencé comme ça et voilà, ça avance. Du coup, si quelqu'un a un problème juridique, je suis en capacité, du moins j'espère, de l'aider, mais en général ça va. Trop cool, génial. Alors on a souvent plein de gens qui nous disent j'ai envie, mais j'ose pas. J'en vois énormément. Je pense que vous en connaissez aussi beaucoup dans votre entourage qui se disent « j'ai envie de me lancer mais j'y arrive pas, j'ai des freins ». Vous, la principale motivation, qu'est-ce que ça a été? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à vous dire « ok, je passe ce pas de regarder l'entrepreneuriat de loin comme un monde un peu éloigné et je me dis bon allez, je vais essayer de rentrer dans ce monde-là ». Et qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre? Alors moi, ça m'a toujours démangé en fait, l'entrepreneuriat. Même depuis que je suis petit en fait. Quand j'étais petit, je sais pas, je voulais écrire des bouquins, je voulais faire une invention. C'était un peu les modèles d'entrepreneurs, c'était l'écrivain et l'inventeur. Parce qu'en fait, c'est les gars qui créent un business passif quelque part et aussi qui deviennent un peu libres, et qui ont des revenus de façon libre en fait. Et donc c'était vraiment une envie de liberté quelque part, de contrôle aussi, de créer, d'être maître. Parce qu'un écrivain par exemple ou un inventeur, il bosse sur le projet qu'il veut. C'est pas comme quand on est en CDI. En CDI, on bosse sur le projet sur lequel notre patron veut qu'on bosse. Donc il y avait ce côté vraiment liberté qui m'a toujours démangé. Et en même temps, j'ai mis du temps à passer le pas parce que j'étais en CDI et c'était quand même super confortable. Parce qu'on se perd un peu parfois quand on se met à son compte. Et donc ouais, c'est le côté liberté, le côté aventure aussi.
qui je pense, qui a des très bonnes raisons de se lancer. Ça peut être fait l'auto-entreprise, comme tu le fais, en parallèle d'une activité étudiante, d'un CDI aussi, à condition que ce soit OK avec le contrat. Moi, par exemple, j'ai dû demander une dérogation à mon entreprise j'avais un contrat qui m'interdisait de travailler en auto-entreprise ou de travailler pour des concurrents. J'ai demandé au service RH une dérogation qu'ils m'ont accordée, ils auraient pu refuser. Mais voilà, pour moi, effectivement, liberté, indépendance, aventure. C'est des bonnes raisons pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, trop bien. C'est vrai que c'est super intéressant ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent « Ah mais comme je suis dans un emploi, j'ai un contrat qui m'interdit de… » Un contrat, c'est un document, ça peut se modifier. Et il y a plein de gens qui n'osent pas alors qu'ils auraient pu se lancer il y a 5-6 ans, mais il y a juste à demander. Et parfois c'est accepté, parce que même pour une boîte, c'est trop cool. J'ai quelqu'un qui veut faire plus que ce qu'il fait au taf, tant que ça n'empiète pas, je pense, sur le… C'est ça. Juste, je voudrais rajouter un truc là-dessus, c'est faut être honnête aussi avec son entreprise. Parce que je connais un gars, en fait, lui, il s'est lancé en auto-entreprise alors qu'il était en CDI pour une activité qui était concurrente de son entreprise. Il s'est fait virer. Donc effectivement, soyez honnête. Voilà. Et en réalité, on a souvent peur en fait de négocier quand on est en CDI et en fait, des fois, ça passe beaucoup plus facilement. Et puis au pire, ils disent non, on n'a rien perdu, quoi. Ok, trop cool. Carrément. Ouais, je veux bien enchérir là-dessus. Déjà, tu as résumé l'essentiel, je pense. La liberté, la créativité, c'est vraiment l'argument. Je pense que si tu prends aussi un autre aspect qui vient pas forcément, mais c'est tu es en entreprise, comme tu dis, tu travailles pour un patron et je dois rentrer dans une case, encore une fois. C'est ce que je fais, ça doit convenir et tu n'es pas forcément libre de faire le projet en question, mais à ta manière. Tu es souvent brimé par l'administratif, par l'aspect financier, parce qu'on ne débloque pas les fonds pour telle ou telle raison. Et c'est vrai que des fois, tu as un peu cette sensation de tourner en rond, alors que tu sais que le projet est viable ou non. Des fois, tu travailles sur un projet qui est pas viable et il faut faire comprendre au supérieur que, allez, on passe à autre chose et basta. Je pense qu'il y a vraiment ce côté aussi c'est juste pas fait pour moi, tout simplement. Et ça fait peur parce que tu dis ok, je sors d'études, donc si tu as fait de l'alternance, tu avais un confort financier, enfin un confort par rapport à un étudiant classique, voilà. Mais tu dis demain, il n'y a plus rien qui rentre, j'ai intérêt à me dégommer parce que sinon, comment on paye le loyer ou comment on paye la bouffe sur la table le soir, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là des gens qui peuvent rentrer en jeu, ouais. J'ai une question en même temps pour bien sûr. là-dessus. Il y a le côté de se dire que si je ne gagne pas mon argent, j'en aurai pas. Est-ce que tu penses que ça t'a rendu plus rigoureux? Allez, on joue honnête. Non, franchement, non. Ok. Non, parce que pour moi, tu as la créativité, donc, qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, et un esprit créatif qui est toujours un peu virevoltant. Donc tu restes bordélique. Personnellement, je le suis, mais ça dépend du truc en fait. Quand tu vois sur le boulot, si on parle mécanique pure et dure, il faut que ça soit rangé, il faut que ça soit clean, sinon pour moi je peux pas avancer, c'est pas possible. Ouais. Mais du coup, ça te met un coup de pression. Mentalement il est là, c'est pesant et il faut jouer avec. Il faut que tu sois capable mentalement de te dire ok, je l'accepte, je l'encaisse. Soit tu es ok, je me laisse voler et puis je verrai bien si ça vient ou pas. Soit tu dis ok, je me mets à fond ou ok, j'accepte et ça se vit, quoi. Ok, trop intéressant. Ok. Merci. Moi j'ai un avis un peu différent. Dans le sens où j'ai jamais eu un contrat de travail de ma vie. Donc je peux pas avoir la passion, la transition entre CDI ou même CDD ou alternance. J'ai eu 5 stages, c'est les seuls contrats que j'ai eu. Même mes contrats étudiants étaient en freelance. Mon job étudiant était en freelance. Donc moi c'était plutôt, dès que je suis rentré en école d'ingé, donc après le bac, je voulais surtout pas attendre de finir 5 ans pour pouvoir me dire je vais rentrer peut-être dans une entreprise qui va peut-être me plaire et peut-être avoir une situation intéressante. Du coup, je me suis dit, je me lance direct. Et c'est plutôt la famille et la liberté. Okay. Et la liberté, pour moi, c'est un grand mot. C'est comme entreprendre. On en parlera peut-être après, mais pour moi, l'entrepreneur, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et pourquoi est-ce qu'on le qualifie d'entrepreneur? À quel niveau on est un bon entrepreneur ou un mauvais? Pour moi, c'est un mot qui n'a aucun sens. C'est juste, au lieu de choisir un chemin classique, aller plus sur un chemin qui nous convient sans avoir besoin de voir un chemin dessiné devant soi. Pour moi, c'est plutôt ça, entreprendre. C'est plus se dire, voilà, j'ai identifié une piste, que ce soit un produit, un projet, que ce soit même ne pas travailler, c'est entreprendre quelque chose de risqué. C'est-à-dire qu'on peut prendre un chemin où on ne pense pas à l'avenir, on ne pense pas... Donc, c'est pas quelque chose que je partage, mais ça se discute. Donc après, non, pour revenir sur le sujet principal, pour moi, c'était plus la liberté dans le sens où j'attends pas de demander des vacances, j'attends pas de demander l'autorisation d'avoir une évolution. La charge de travail, par contre, il faut y penser.
Parce que quand on parle d'entrepreneur, on voit souvent sur les réseaux sociaux déménager à Bali, à Dubaï, soyez libre financièrement et géographiquement. Ouais. C'est la plus grande connerie qu'on ait jamais vue. Parce que on va avoir un revers de la médaille à ce genre de choses, parce qu'on a beaucoup de gens qui se lancent à cause de ça, et ils ne comprennent pas que c'est pas du tout la vérité. Un CDI, c'est une liberté. On a des vacances, on a la mutuelle, on a la retraite, on a les congés maladie, on a les congés maternité en fonction. Quand on entreprend, non, quand on entreprend, on n'est pas du tout là-dedans. On n'a pas d'heures, on a les clients qui ne payent pas forcément tout le temps, on a des gens à payer, mais on n'a pas les clients qui payent à ce moment-là. Nous, on n'a pas de vacances, on se paye en dernier, on n'a pas d'heures, on n'a pas d'assurance maladie, on n'a pas de retraite. Donc il ne faut pas confondre, j'essaye pas de dépeindre quelque chose qui n'est pas beau. Pour moi, c'est le plus beau parcours à faire, et surtout quand on est jeune. Mais je sais que c'est un sujet sur lequel on va aller après. Ouais. Mais c'est le moment de le faire, c'est quand on est jeune justement, parce qu'on a beaucoup moins de choses à perdre que plus tard. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut faire très gaffe à ce qu'on entend par entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de côtés de la médaille qu'on ne voit pas souvent. Non, tu as parlé d'influenceurs à Dubaï, etc. C'était un peu le propos que j'allais tenir après. Est-ce que pour vous, justement, le numérique et l'exposition à toutes ces vidéos vraiment de motivation, ça vous a motivé, ou au contraire, ça vous a... Là, je suis un peu qui veut prendre... Je peux... Honnêtement, c'est un sujet... Alors, pour moi, personnellement, non, parce que j'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook. Donc, comme ça règle le problème. Pour moi, c'est plus... Déjà, soulignons tous ceux qui se barrent de la France pour aller à Dubaï, à Bali ou autre, sans critiquer. Oublions pas et soulignons quand même aujourd'hui qu'on a un pays qui est magnifique. On a aussi énormément d'aides, on va en parler, mais il y a des façons de se faire financer ces sociétés. Il y a des aides avec Pépite par exemple, avec des associations étudiantes. Donc il y a énormément d'aides qu'on a aujourd'hui. On a énormément de droits. Et donc du coup pour moi, ces vidéos de motivation, c'est tout sauf logique. Okay. C'est perdez ces aides, perdez tous ces droits que vous avez, allez dans des endroits où vous êtes personne, où vous n'avez pas d'aide, où vous êtes loin de vos familles, loin de vos racines, et faites quelque chose juste pour faire de l'argent bêtement. Pour moi, le message, il est là, alors qu'au final, entreprendre le fond, c'est plus aller régler une problématique de la société, ou alors aller régler une problématique familiale. Moi, honnêtement, on fait du service pour des sociétés qui ne règlent pas de service de la société, on ne va pas se mentir. On ne réinvente pas la roue. On ne fait rien d'extrêmement innovant, mais moi, à mon niveau, ce projet-là, c'est pour résoudre des problématiques de famille, dans le sens où c'est prendre soin de sa famille, c'est prendre soin de ses proches, etc., plus que le projet à valeur. Donc, on peut avoir différents axes, mais voilà, pour moi, c'est pas du tout des vidéos de motivation, c'est plus des vidéos à fuir, comme tous les réseaux sociaux d'ailleurs, entre guillemets, parce que si on est sur les réseaux sociaux, on perd plus de temps que ce qu'on fait en réalité, quoi. Mais voilà. Ok, c'est trop intéressant. Je sais pas si... Je me demande pas de rebondir là-dessus. Tu peux recommencer par la motivation qui t'a poussé juste En termes de motivation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'avais besoin d'exister professionnellement. Et même si c'était des petites missions, finalement, c'était d'avoir un pied dans le milieu. Et je rebondis sur ce que tu disais, c'est que j'ai fait l'inverse. J'ai été auto-entrepreneur avant de faire mes entretiens pour avoir un CDI. Ça ne m'a pas fermé de porte. Parce que, en soi, dès le départ, j'ai abordé le sujet, j'ai expliqué ce que je faisais. Et je pense que ça a quelque part aussi rassuré la personne que j'avais en face de moi qui s'est dit elle maîtrise un projet de A à Z. Donc elle saura se débrouiller, elle est autonome. Donc c'est pas forcément un frein et ça m'a pas empêché de cumuler mes missions à côté ponctuelles. Je les fais quand je veux, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand j'ai la passion, quand j'ai l'énergie. Et ça m'a permis finalement de comparer un peu mon expérience en entreprise et mon expérience seule. On travaille différemment, je pense qu'on apprend en fait finalement la façon dont nous on travaille, on apprend à maîtriser un projet de A à Z et aujourd'hui la vraie différence, pour moi la réussite professionnelle, c'est de pouvoir travailler avec des gens qui nous font vibrer sur des sujets, des projets qui nous épanouissent et c'est ça en fait, c'est juste de kiffer, d'avoir le sentiment de s'éclater à faire quelque chose que le sentiment de devoir faire quelque chose et ça c'est complètement différent. C'est ça ce truc là d'apprendre à travailler comme nous on peut travailler, c'est quelque chose qu'on entend énormément en ce moment, beaucoup de gros professionnels disent oh là là, mais les jeunes, ils n'ont pas envie de travailler. Non, c'est juste qu'ils apprennent à potentiellement travailler différemment. C'est ça. Et c'est super important de se dire, mais en fait, c'est pas parce qu'on travaille peut-être de chez soi, ou c'est pas parce qu'on travaille des horaires différents qu'on va moins travailler. C'est des choses qu'il faut qu'on explique, mais trop intéressant. Ok. Est-ce que pour vous, parce que du coup, vous avez tous été étudiants,
le statut d'étudiant vous a aidé vraiment pour entreprendre? Parce qu'on entend souvent étudiant-entrepreneur. Est-ce que pour vous, c'était vraiment une aide pour justement aller dans ce domaine Je vais y aller, j'ai le micro. Allez, on En enchaîne. fait, non mais ça va être très court parce que pas du tout. En fait, Ok. j'étais pas du tout renseignée. J'ai été diplômée il y a à peu près 4 ans, donc je viens d'apprendre que le statut étudiant, enfin la statut national étudiant entrepreneur existe, et je suis dégoûtée de pas avoir eu écho de ça beaucoup plus tôt. Donc je trouve ça vachement bien aussi le principe de ce café débat, c'est de parler de ces solutions-là. Et effectivement, être étudiant et entrepreneur à côté, c'est super avantageux parce qu'on peut garder les avantages du statut étudiant comme la bourse, le Crous, et pouvoir expérimenter parce que c'est le moment où on peut se planter sans trop de dégâts. Donc faut pas avoir peur et surtout faut pas attendre d'être prêt pour ça. Donc ouais. Quelqu'un Ok. d'autre? Moi, Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette partie-là. Donc ça, c'est la partie statut officiel de statut étudiant entrepreneur national, SNE, c'est ça? SNE, ouais. Ouais. Donc il y a ça, mais même si on revient juste au statut étudiant tout court, moi je pense que par exemple le statut étudiant tout court est très avantageux, parce que le SNE je connais pas, donc je peux pas en parler. Mais le statut étudiant est très avantageux, parce que souvent étudiants, en dehors de ceux qui doivent déménager, qui ont donc un loyer, etc., étudiant souvent rime avec aussi être chez les parents, avoir aussi ce cadre-là qui favorise, parce que théoriquement, sauf exception bien évidemment, pas d'enfants, on vit chez les parents, et donc du coup on peut tout de suite prendre plus de risques que 10 ans après. Et moi personnellement c'était ma vision dans le sens où quand je me suis lancé à la rentrée de mon école, je me suis dit j'ai 5 ans d'école, au pire ça me fera plus bosser, mais c'est tout ce que je perds. C'est juste du temps et de l'énergie. Et on ne sait pas où ça peut mener, et le premier pas c'est le plus facile à faire et à la fois le plus difficile, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Mais une fois qu'il est fait, ça se dessine derrière et il ne faut pas avoir peur de la suite. C'est très intéressant parce que c'est vrai on va en parler après des différents dispositifs, parce que c'est le but de renseigner justement, parce qu'on a trop de personnes justement qui ne le connaissent pas, et on a des dispositifs qui sont super en France. Comme tu le disais très bien, il y a plein d'avantages aussi à partir à l'étranger, mais il y a aussi plein d'avantages qu'on a ici et qui sont juste pas connus. C'est aussi un peu le but de cette vidéo de pouvoir en parler. Mais oui, quand on est jeune, c'est vrai que la prise de risque est très souvent plus facile. C'est vrai que, Je pense que tu as un truc aussi qu'on pense pas forcément, c'est que quand on va parler à des gens pour avoir une crédibilité ou des informations, en tant que monsieur n'importe qui, t'as rien. En général, t'as une porte qui se claque. Et je dis pas que le statut étudiant va forcément t'aider, mais quand tu dis je suis étudiant de telle école, je viens sonder pour une information ou pour ça ou ça, en général, t'as déjà le guichet qui va s'ouvrir à toi en fait. T'as déjà un peu plus un pied dans le plat. Et c'est ça, je le sais parce que j'ai un exemple justement, mon associé qui lui est parti faire son master à Paris. Pendant qu'il a fait son master, toutes les boîtes, tout le monde lui ouvrait les portes en mode ok, pas de souci, oui, on peut discuter. Et en fait, le soir quand on s'appelle, on se fait un Discord pour débriefer pour le boulot et lui, voilà. Il me dit aujourd'hui je parlais à tel PDG, j'étais avec lui, je suis mais c'est des gens qui sont inaccessibles dans la vie normalement. Donc tu dis mais comment? Il fait mais mec c'est simple, hein, je suis étudiant, on est allé à la Tour Montparnasse, on a fait les 10 étages des entreprises, on est allé de porte à porte et on discutait et les gens mais oui bien sûr venez. Je fais ok, et ça honnêtement c'est vrai que c'est un truc que jamais personnellement j'aurais pensé, et si t'es pas étudiant, je pense que la porte mais même pas on te l'ouvre. Ça marche pas à tous les coups, mais je pense qu'il y a un petit terrain à jouer par là aussi. on parlera aussi du réseau tout à l'heure, de l'importance, parce que je pense que là on commence à être tous d'accord. C'est souvent un sujet qui ne fait pas trop débat pour le coup. Mais oui, totalement, c'est vrai que le statut étudiant a énormément dans la crédibilité qu'on a, totalement. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Merci. Ouais, c'est effectivement, je rejoins tout à fait ce que vous disiez tous les trois. Moi, pour donner un ordre d'idée, j'ai terminé mes études il y a 8 ans. Enfin, j'ai eu mon diplôme il y a 8 ans. Et par exemple, si je compare mes dépenses, maintenant j'ai un mode de vie qui a changé. Et du coup, je crois que je dépense 2 fois plus d'argent que quand j'étais étudiant. Donc voilà. Juste pour avoir un ordre d'idée, dites-vous si vous êtes étudiant que potentiellement dans 10 ans ce sera plus compliqué, donc il faudra générer encore plus d'argent, quoi. Donc ça peut être un peu compliqué. Souvent on me dit que pour entreprendre il faut des compétences, il faut du réseau, il faut ce genre de choses. Je connais un gars par exemple, lui il a un master 2 d'école de commerce, ça fait 5 ans qu'il travaille et il estime qu'il n'a pas encore assez d'argent, de réseau et de compétences pour se mettre à son compte en fait. Et je fais un petit clin d'œil d'ailleurs s'il regarde la vidéo. Je ne dirai pas son nom, mais en fait, on peut aussi réfléchir inversement en se disant que
créer son entreprise, se mettre à son compte, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus beaucoup de choses, on n'a pas grand chose à perdre. Okay, surtout si on n'a pas d'argent, on ne peut pas perdre l'argent qu'on n'a pas. On peut perdre l'argent peut-être de papa-maman, si papa-maman nous donne de l'argent pour nous lancer, bon c'est vrai, ça peut être un peu gênant. Mais par contre c'est un excellent moyen de gagner des compétences, de gagner du réseau aussi. Et il y a plein d'étudiants, je suppose qu'il y a plein d'étudiants auto-entrepreneurs qui au final, clairement c'est pas la success story, hein. Ils ne sont pas en train de gagner... ils gagnent même pas le SMIC, je pense, par mois. Mais en fait, ils gagnent énormément de temps, de réseau, etc. Et en fait, quand on regarde, par exemple, les taux d'employabilité pour quelqu'un qui veut trouver un CDI ou un emploi après ses études, quand on regarde, il y a des cursus qui sont très professionnalisants. Où en fait, un diplômé de certaines écoles, en fait, il a obligatoirement, pour avoir ce diplôme, il a dû faire 1 an de stage. 3 mois par-ci, 2 mois par-là, 6 mois par-là. Donc à son diplôme, il a déjà 1 an d'expérience. Et forcément, quelqu'un comme ça, il trouve beaucoup plus facilement du travail que dans certains cursus où il y a des gens qui se retrouvent avec un M2 et qui ont parfois seulement 3 mois d'expérience professionnelle. C'est beaucoup plus compliqué de trouver du travail. Alors pour quelqu'un effectivement qui est dans un cursus où il n'a pas pu accumuler beaucoup d'expérience professionnelle, le fait d'avoir un statut auto-entrepreneur et d'avoir travaillé en auto-entrepreneur, je pense que c'est extrêmement valorisant alors pour créer son entreprise après, mais aussi pour trouver un emploi en fait. Voilà. J'ai la statistique. Aujourd'hui sur l'université Côte d'Azur, donc vraiment sur notre région, en sortant d'un master, donc un bac plus 5 quand même, c'est-à-dire 5 années d'études pour faire finalement ce métier, en moyenne, c'est 6 mois pour trouver son premier emploi. En moyenne. Avec la modification, vous savez, qui est finalement pas passée, mais qui est encore dans les bacs, on ne sait pas trop, de la réforme de l'alternance, donc qui est la formation qui se veut plus professionnalisante, même avec des masters qui se veulent généraux de base, les prédictions prévoyaient une montée à 8 mois. Ça veut dire qu'on perd 2 mois de plus juste en modifiant les conditions d'entrée en alternance. C'est-à-dire qu'on se rend compte, avec une statistique toute bête comme ça, que finalement l'expérience joue énormément. Et le problème qu'on a aussi, c'est qu'on a énormément de diplômés. Et les parcours un peu spéciaux comme l'entrepreneuriat, c'est simple, vous avez 300 sortants de master de droit, nécessairement, celui qui a essayé de monter sa petite boîte à côté. C'est pareil pour les écoles d'ingénieurs. Demain, vous arrivez à Amadeus, ils vont regarder ce profil-là, ils vont se dire, ok, lui, il a envie d'entreprendre, il a envie de se donner. Il ne faisait pas que ses études, il a fait même un peu d'associatif, parce que finalement, l'associatif est très proche d'ailleurs du milieu entrepreneuriat. On pourra même en reparler après si vous voulez. Mais du coup, c'est extrême, vous avez entièrement raison. Alors, on a parlé dispositifs. Est-ce que vous connaissez des dispositifs un peu pour aider les étudiants ? Si vous n'en connaissez pas, c'est pas grave, je vais faire la transition après. Mais est-ce que vous connaissez un peu des aides pour les étudiants qui peuvent potentiellement les aider à entreprendre ? Moi, j'en connais aucun, donc je passe la parole. Okay. Regarde, on fait comme ça. Moi, j'en connais 2 noms uniquement. Je connais le réseau Pépite, le SNE du coup. Après, je sais qu'il y a d'autres plus gros dispositifs, mais ce n'est pas forcément que pour les étudiants. On va parler de la BPI, donc pour aller choper des investissements potentiels si on a de l'innovation ou qu'on répond à certaines problématiques. On va avoir certaines banques qui vont avoir des dispositifs aussi, que ce soit des aides, des crédits plus facilement accessibles, des taux préférentiels. Après, je sais qu'il y a des associations aussi qui sont à droite à gauche par rapport à ça. Après, j'en connais pas d'autres. Les incubateurs aussi. Ouais, les incubateurs aussi, effectivement. T'as Canisup par exemple, qui est très connu. T'as Canisup par exemple, et t'en as une autre, mais j'ai plus du tout son nom. Mais c'est vrai que les incubateurs, c'est un peu ce mode de start-up. Et en général, on se dit, mais je suis pas légitime parce que je suis pas une start-up, je suis juste un pauvre étudiant dans ma chambre ou quoi. Mais des fois, ton idée ou ton projet ou ce que tu as, ça peut aller beaucoup plus loin que ce que tu le penses. Donc, c'est un autre aspect aussi à prendre. Je ajouter une ligne, mais vous avez dit les noms SNE, Pépite. Ce que je peux rajouter, et ça j'ai découvert ça récemment et je trouve ça formidable, c'est que, si je dis pas de bêtises, c'est avec les Pépites qu'on peut remplacer un stage par un projet entrepreneurial. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et je regrette presque de ne pas avoir été au courant plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que c'est formidable. Les étudiants ont des difficultés à trouver des stages. C'est pas évident. Il y a de plus en plus de demandes. Et de pouvoir se lancer dans un projet comme ça en solo, en étant accompagné, en étant aidé financièrement, je trouve ça génial. C'est exactement ça aujourd'hui. Alors, ça dépend des formations. C'est toujours un peu la même chose. On a une grande université, mais avec des composantes
qui gèrent un peu leur fac et leur unité d'enseignement comme ils le veulent. Du coup, ça va dépendre vraiment. Et oui, il y a beaucoup de formations, on ne le sait pas, qui demain, vous êtes entrepreneur. Plutôt que faire le stage de 5 ou 6 mois de fin d'études, vous pouvez faire votre projet entrepreneurial. Alors, il y a plusieurs comptes à rendre. Je sais qu'il y a un mémoire du coup, qui est un peu tourné du coup, sur l'entrepreneuriat. Pépite, ça a été cité. C'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. C'est tout simplement la division, c'est unique à Entreprendre, c'est la division entrepreneuriale de l'université. Ils ont énormément de choses à proposer. Pépite propose plein d'accompagnements. À l'époque, si vous arriviez avec Pépite avec un projet, vous allez avoir des réunions toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour vous montrer comment construire ce projet, comment le développer, comment trouver ses premiers clients. On va en parler de ça. Bref, comment vraiment construire ce projet. Donc voilà, ils font plein de choses. Ils font un créaton. Alors ça, c'est super parce que vous pouvez en plus vous y aller même en tant qu'entrepreneur non étudiant. Vous connaissez ou pas du tout? Je leur fais de la pub un peu en même temps, mais le projet est génial. C'est un créaton, c'est tout un week-end. Ils allient finalement des porteurs de projets avec des équipiers. Là, je vais parler sous le regard de Christophe qui va regarder la vidéo, faut pas que je me trompe. Non, mais oui, en gros, ils font ça. Un porteur de projet, des équipiers, et ils doivent construire leur projet. Donc, c'est en général vraiment au stade numéro 1. Et après, le pitcher au bout de un jour ou 2. Je crois que tout se passe le dimanche. Il y a un jury après qui vient délibérer. Et il y a un gagnant où il gagne un beau prix pour le coup financier qui l'aide à porter son projet. Donc c'est génial, ça permet d'avoir la visibilité, du réseau et en plus... il vient de passer là. Mais c'est courant mars en général. Okay. Voilà, c'est courant mars. Mais ça pour le coup, même allez-vous, c'est génial parce que vous pouvez même demain trouver un peu vos associés de demain. Il y a plein d'étudiants qui sont à fond, des gars... Je repense l'année dernière, il y a un gars qui a monté une calèche tout en carbone avec des panneaux solaires, avec aide électrique, avec un iPad avec de la réalité augmentée pour retrouver Nice d'antan. Le projet est génial et voilà, donc ça c'est des projets, demain vous le rencontrez, je suis sûr que vous allez super bien vous entendre avec ce mec. Donc voilà, on a parlé de pépites. Bien sûr, après prêt, donc là tout ce qui est bancaire, quand on est étudiant, on a plein d'aides. On a plein d'aides qui sont parfois un peu différenciées en fonction de l'école que l'on fait. Par exemple, une école d'ingénieur, demain vous faites l'X, ça va être encore plus valorisable auprès de la banque. Il y a carrément des prêts, des taux d'intérêt qui sont clairement adaptables en fonction de l'école. Moi j'ai fait ça par exemple même avec le corpus universitaire, avec un master et tout. Vraiment une facilité de prêt. Ils ne vous demandent même pas pourquoi vous demandez l'argent. C'est-à-dire que là, demain vous faites un prêt de 20 000 €. C'est presque un prêt à la consommation, vous en faites ce que vous voulez. Donc attention avec les prêts, ce n'est pas un conseil financier. Il faut faire très attention parce que les prêts, il faut le rembourser. Hein. Mais ouais, par contre, si demain il y a une petite dépense et vous savez que vous pouvez le rembourser et que vous êtes en capacité de le rembourser, c'est génial. Quand on est étudiant, on a plein de facilités de prêts. Donc incubateur, on en a parlé. Canis Up, il y a Nice is Up, il y a la French Tech qui est un gros réseau d'incubateurs. En fonction de vos écoles, il faut se renseigner. Peut-être qu'à Saisie, je ne sais pas s'il y a ça. Il y a aussi parfois des incubateurs propres aux écoles. Et propre à des réseaux d'écoles parfois. Donc ça aussi, renseignez-vous. Quand vous n'êtes pas à l'université, c'est pas parce que vous n'êtes pas à l'université que vous n'avez pas des incubateurs et des gens qui peuvent vous aider. Je prends un exemple, Eurecom et l'EDEC, Montée Tech Forward, qui est un incubateur spécialisé aux 2 écoles. Donc voilà, il faut être au courant parce que pour le coup, ils ont des vrais moyens en plus. Et enfin, plein d'accompagnements. Il y a plein d'assos qui sont là pour aider. On en fait partie. Demain, les étudiants en projet viennent nous voir. On dit ok, et même si nous on n'est pas en capacité de répondre, on fait des passes. C'est ça, on fait des passes avec les gens qui sont en capacité de répondre. Je vais parler du salon, mais on a comme projet, et il arrive l'année prochaine, c'est un pop-up. On va avoir un local qui sera dédié à l'entrepreneuriat. Donc demain, vous voulez vous poser, travailler dans ce local, vous allez avoir des étudiants qui eux aussi sont entrepreneurs et qui se lancent et qui vont avoir besoin de salles de réunion, parce que souvent c'est dur d'avoir un local. Donc ils vont se poser là, ils vont pouvoir bosser, rencontrer un peu les entrepreneurs déjà qui sont sur le terrain et qui commencent à marcher et se rencontrer. Il va y avoir des événements, des masterclass, des machins, des trucs comme ça. Ça arrive bientôt, c'est en septembre. Donc voilà. Donc on parle d'entrepreneuriat. On a parlé comment se lancer, qu'est-ce qui a posé un peu qu'est-ce qui vous a poussé vous à faire le saut. Pour vous, c'est quoi vraiment entreprendre? Et je vais compléter ma question avec, pour vous, c'est quoi la réussite dans l'entrepreneuriat? Parce que souvent, on différencie les deux. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous de réussir dans l'entrepreneuriat? Et du coup, il en découle, qu'est-ce que c'est pour vous l'entrepreneuriat?
Je voudrais pas me répéter, mais c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir choisir avec qui on veut travailler, pour qui on veut travailler, comment on veut travailler aussi, et c'est de prendre du plaisir à le faire avant tout. Maintenant que ça marche financièrement, que ce soit un peu bancal, je pense que tant qu'on prend plaisir à le faire, c'est pas mon objectif principal finalement. C'est déjà m'amuser, de m'éclater avec ce que je fais. Ouais, pour moi c'est ça en fait la réussite professionnelle. Ok, trop bien. Alors, c'est un gros sujet. Il aligne tout là. C'est ça. C'est un gros sujet, je pense, qui est qui serait très long à exposer. Je pense qu'on pourrait faire un café débat autour de ce sujet-là. Pour en boire un café après. Parce que clairement, pour moi, alors je vais plutôt sur la partie réussite. Pour moi, la réussite, elle est déjà ultra personnelle. C'est-à-dire que ça peut être une réussite de liberté, par exemple, comme tu disais tout à l'heure. Ça peut être une réussite financière. Ça peut être une réussite de taille de société. Ça peut être une réussite en termes de clients. Moi, je pense que ce qui est important, c'est pas d'avoir une vision de j'entreprends, alors il me faut une réussite. C'est j'entreprends, alors il me faut plusieurs petites réussites. Parce qu'avoir une réussite, c'est courir après un truc qui s'éloigne tout le temps. Quand on rentre dans l'entrepreneuriat, pour moi, on met 2 pieds dans le plat, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le plat, quelle est la température du plat, et si on ne va pas s'enfoncer un peu plus. Et donc du coup, on doit vraiment juste se dire, ok, chaque micro-réussite est importante, et c'est ça qui nous permet d'avancer. Être entrepreneur, c'est aussi avoir des problèmes tous les jours qui rentrent, et juste les résoudre, et aller le lendemain. Et pour moi, la réussite, c'est quand on arrive à tenir une journée de plus. Pas dans le sens où c'est démoralisant, pas du tout. Dans le sens où tous les jours, c'est un challenge. Et tous les jours, c'est des sujets qu'on ne savait pas maîtriser ou qu'on ne connaissait même pas la veille. Et donc pour moi, c'est dans ce sens-là que la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est juste réussir à tenir une journée de plus parce que ça veut dire qu'on avance notre projet et nous-mêmes en tant qu'être humain, on l'avance une journée de plus. Et voilà. Et après, bien évidemment, si les finances, si le rythme de vie, c'est-à-dire que même en termes d'organisation, moi personnellement, je pense que j'ai une vie comme dans un film, quoi, honnêtement. C'est-à-dire que si je veux pas travailler de la journée, je travaille pas de la journée, alors avec les impacts qu'il y a derrière. Mais voilà, les c'est 5 comme relances de clients. Ouais, voilà. Tu m'as pas répondu depuis une demi-heure, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Comme tu disais pour les crédits, c'est-à-dire que bien évidemment, c'est du bon sens. Mais c'est plutôt cette partie-là en fait qui est intéressante dans l'entrepreneuriat et dans la réussite, c'est le rythme qu'on peut avoir derrière et les libertés, où est-ce qu'on les place et quand est-ce qu'on les place. Ok. Bon, je pense que la version légitime et réaliste, elle a été dite. Mais non, il y a aussi un point de vue, c'est si tu parles de la réussite, il y a la réussite personnelle et il y a aussi le point de vue des gens qui nous impactent. Et il y a les mœurs, ils ont changé. Si on prend l'époque de nos parents, avant c'était un travail, la réussite c'était tu avais une situation, tu avais ta maison, ton appartement, ta famille, ton mariage, et voilà, ça c'était une réussite. Et je pense qu'on a connu des époques qui ont pas mal bouleversé un peu tout ça, dont le Covid, j'ai envie de dire. Avec le confinement qui a installé le télétravail, ça a lancé pas mal de gens pour être indépendants justement, parce qu'on a commencé à travailler de chez nous et se dire mais en fait ce que je fais de mon entreprise, enfin ce que je fais dans mon entreprise, je peux le faire de chez moi et proposer un service. Et les gens du coup se mettent à se dire je peux vivre d'une autre manière, et une manière qui est plus la mienne, qui me correspond, qui ramène encore une fois la liberté, la créativité, l'indépendance, voilà. Bien évidemment on ne parle pas de l'aspect financier parce que c'est ce que tout le monde chasse aujourd'hui, parce qu'il le faut, c'est une réalité. Et tu as le côté famille, comme tu disais plus tôt, te dire, bon bah voilà, en fait, mon temps c'est aussi de l'argent, mais le temps il est compté de mes proches, donc il y a une bulle, et j'ai envie de profiter de cette bulle et de profiter de tout ce qui va avec. Donc comme tu dis, tu as la réussite de chaque jour, la micro-réussite est plus intéressante que chasser une grande réussite, mais juste aussi, tout ce que je fais aujourd'hui, je m'achète peut-être du temps à profiter, et c'est tout. Voilà. Trop bien. Merci. La réussite, pour moi, je pense que c'est un peu lié au bonheur quelque part. On cherche tous à être heureux et je pense que si on a fait ce qu'on a fait, c'est en bonne partie pour être heureux. Alors ça passe par différentes choses. Ça peut être par l'envie de créer quelque chose, en fait, une volonté de création qui se rapproche peut-être un petit peu de l'artistique quelque part. Même, je pense peut-être un Bill Gates ou un Mark Zuckerberg, en fait, ils avaient une vision, ils avaient envie de créer quelque chose, en fait. Ils avaient envie, parfois, pour certains, c'est de changer le monde, en fait. C'est ce qui, on sent que ça va nous rendre heureux. Ça peut être une réussite financière aussi. Et on se dit que si je suis milliardaire, peut-être que je serai, ou peut-être que si je deviens millionnaire, je serai peut-être beaucoup plus heureux en fait dans ma vie. Et puis, je pourrais rendre mes proches heureux aussi.
Moi, ma réussite, c'était aussi beaucoup de trouver du sens, en fait. Trouver du sens et au quotidien, moi, je tire énormément de satisfaction dans ma vie. C'est une des choses qui me satisfait le plus, d'ailleurs, c'est de faire une activité au quotidien qui me plaît, en fait, que j'aime faire. Et alors déjà, effectivement, que j'aime la faire au quotidien. Et également, j'ai l'impression que je sers quelque chose qui fait sens pour moi, en fait. Donc on a plein d'entrepreneurs effectivement qui veulent participer à changer le monde ou qui veulent proposer quelque chose de nouveau ou même au niveau local qui veulent voilà. Donc en tout cas moi c'est vraiment ma réussite, c'est être heureux dans ce que je fais en fait vraiment au quotidien. Et c'est ce qui m'a motivé aussi, ce que je trouvais pas forcément dans mon CDI par le passé. Je bossais pas forcément sur les sujets qui me plaisaient. J'avais des sujets qui m'intéressaient. Mais sauf que j'avais d'autres sujets sur lesquels j'étais obligé de bosser et je devais le faire même si ça m'énervait. Là maintenant j'ai un petit peu plus de liberté, même si bien sûr il y a toujours l'aspect financier où en fait il faut quand même payer ses factures et ça reste quand même un truc important. Mais je peux choisir dans la limite de certaines choses de dire voilà ce genre de projet moi j'en peux plus, ça m'énerve, je veux plus bosser sur ce genre de choses. Par contre et c'est ce que j'ai déjà fait aussi par le passé, j'ai dit par exemple du freelance en gestion de projet informatique, j'ai plus envie d'en faire. Et j'ai expliqué à mon ancien client effectivement que en fait, j'avais plus envie d'en faire et que je voulais faire autre chose. Et faut avoir après les moyens aussi, ce qui est parfois un peu compliqué. Mais voilà, effectivement, trouver du sens et dans les activités qu'on fait, pour moi, c'est un peu ça la réussite. Ok, voilà. Trop bien. Ok, alors avant de parler de réussite, il faut se lancer. Moi demain, je suis Gillian, un étudiant, on va dire quoi, qui a 18-19 ans, qui a un projet en tête et qui veut se lancer, mais il ne sait pas quoi faire. Il n'en sait rien. Pour vous, comment on se lance là-dedans, dans l'entrepreneuriat? J'ai presque envie de te dire, mais c'est salaud. Si t'as vraiment rien, est-ce que c'est fait pour toi déjà? Ça va complètement à l'encontre de ce débat, mais Non. faut que tu aies quand même un truc qui te fasse vibrer au fond de toi. Je pense, autour de la table, là, on est tous animés par quelque chose. On s'est pas réveillé un matin en se disant « Ok, c'est ça ». Non, c'est un truc depuis le début, ça te travaille, tu as une idée, tu as quelque chose, tu l'as vu, t'as pas forcément, c'est pas net, mais c'est un petit truc flou par là qui traîne. Je pense que déjà, tu es obligé d'avoir ça. Si t'as pas ça, peut-être que tu l'auras plus tard. Je dis pas que tu l'as pas tout court, mais tu as peut-être d'autres étapes à passer au préalable. Ok. Exact, ouais. Moi j'allais dire, il ne faut pas se précipiter si on n'a pas d'idée de projet, pas de direction particulière, même si ce n'est pas un produit, une innovation, que c'est juste du freelance de consulting par exemple. Il ne faut pas se mettre la pression avec il faut entreprendre quelque chose, il faut y aller maintenant. Après, pour rebondir maintenant, prenons l'exemple, on le détourne un tout petit peu si je peux me permettre. On dit qu'on est un étudiant, 18, même 24, même 25 ans, et on a juste une idée, mais on ne sait pas comment s'y prendre. J'ai envie de dire, si tu as 24 ans et que tu te rends compte à 26 ans que c'était pas une bonne idée. Tu viens de te taper 6 ans d'études sans savoir si tu allais trouver un emploi à la fin qui allait te plaire. Pourtant, tu les as fait les 6 ans d'études. Parfois, 6 ans d'études où il faut des stages, des alternances, il faut se battre, des études payantes parfois aussi. Parfois, il faut déménager, il faut prendre un loyer. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses derrière ces études. Pourquoi pas prendre 1 an, 2 ans, 6 mois, 8 mois, peu importe. Mais se lancer. Le plus important, c'est qu'on se lance, mais par contre, on se donne vraiment à développer ce qu'on a en tête. Et pour moi, il y a juste au pire 2 ans à perdre, 1 an à perdre, ou peu importe le temps que tu veux y consacrer. Mais tu n'as rien à perdre en fait. Surtout à cet âge-là et surtout en étant étudiant. Et combien il y en a qui prennent des années sabbatiques pour aller faire le tour du monde et voyager? Pourquoi toi, tu pourrais pas prendre une année sabbatique pour essayer de développer ce que tu as en tête et ce que potentiellement, ce qui pourrait changer ta vie et ta façon de voir les choses? Clairement. Je vais peut-être rebondir là-dessus. Vous allez dire si je me trompe ou si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Mais moi, je trouve que c'est d'en parler. Tout le monde me dit « Ah mais j'ai une idée, j'ai pas envie d'en parler ». Non, je t'assure que ton idée, il y en a 70 qui l'ont eu avant. Pour moi, le plus important, c'est d'en parler autour de soi. Dire « Ok, j'ai envie… » Déjà, le retour extérieur est très important. Est-ce qu'on a l'impression de s'enfermer aussi dans quelque chose? Ça permet de prendre de la hauteur, même si, attention, de ne pas toujours tout écouter. Et oui, d'en parler parce que aussi,
on va en parler après, mais l'importance du réseau, des structures. On va se dire, écoute, mais attends, mais est-ce que tu es allé voir lui? Peut-être qu'il pourra t'aider. Allez, on va aller à Pépite. Pépite, il y a des gens qui sont là pour ça. Ok, tu as une idée, trop bien, comment on la transforme en vrai projet, après comment on la développe. Pour moi, c'est un des axes les plus importants pour se lancer. Ouais. Je rebondis sur un truc, je suis d'accord, et en même temps, il y a un truc où il y a un concept où ça peut être compliqué, c'est si tu as une idée que tu veux breveter. Et typiquement, c'est ce que j'ai fait. Et pendant 3 ans, je me suis retrouvé à bosser avec mon père dans un garage fermé, à parler de rien à personne. Ouais. C'est très dur, parce que du coup, tu te poses toutes les questions tout seul, et c'est dur de trouver une personne à qui tu peux faire confiance, te dire peut-être je te lâche un œuf d'or, c'est une pépite, ou pas, on sait jamais. Et tu dois confier ça à quelqu'un. Et s'il y a des gens qui sont dans ce cas-là, je conseillerais quand même d'en discuter, mais de faire surtout le bon choix des personnes. Parce qu'une idée, ça se fait voler très rapidement. Les copies, si c'est produit maintenant avec la Chine et tout ce qu'il y a, ça va à une vitesse folle. Mais si jamais il y a une situation d'un brevet, c'est quand même délicat de parler et de se faire aider par un regard extérieur, surtout par rapport au produit, de comment toi tu l'imagines, comment tu le conçois. Donc oui, bien évidemment, c'est 95% des cas où tu peux en parler ouvertement, oui, avec plaisir. Mais toujours rester un peu avec un minimum un côté sceptique, je vais dire. Et vas-y. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Oui, bien sûr. Moi, je peux rebondir sur... excuse-moi. Juste pour rebondir sur le brevet. Même si c'est une idée brevetée, il suffit de poser une enveloppe solo. Ouais. C'est un concept qui n'est pas trop connu. Alors attention. Une enveloppe solo, c'est un concept qui coûte 16 € je crois à déposer. Ça se fait en ligne, c'est très facile. En France, on ne peut pas breveter une idée comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où, en fonction, l'idée peut se breveter. En France, il faut breveter un process industriel, il faut breveter un objet, il faut breveter une recette même. Par contre, l'enveloppe solo peut prouver l'antériorité. Donc toi qui as fait du droit, c'est plus facile pour toi de l'expliquer, mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Donc bien évidemment, pour le brevet, ça ne protège pas si on en parle à la mauvaise personne. Mais par contre, c'est une arme supplémentaire pour les gens qui peuvent avoir peur de se rassurer comme ça. Non, c'est exactement ça, ouais. Ce qui est important, du coup, si vous en parlez et qu'à un moment vous avez vraiment une idée qui est brevetable, là je trouve que c'est encore un autre niveau dans l'entrepreneuriat parce qu'on est presque dans la recherche et dans la conception de quelque chose de nouveau. Mais oui, il y a plein de dispositifs en France et en Europe qui permettent de protéger des choses. Et le plus important, c'est de montrer que vous le saviez avant. Et que vous l'avez fait avant. Et surtout que la personne a été au courant d'eux grâce à vous. Parce que demain, une enveloppe solo, ok, c'est trop bien, mais moi j'ai designé un truc dans mon garage, si j'ai un autre qui le sort en même temps, même si j'étais là avant, il y a ce côté de copie. Donc il y a plein de dispositifs qui vous permettent de protéger son projet. Mais c'est protéger par contre quelque chose de concret. Donc là, je trouve que c'est l'entrepreneuriat du... Genre, faudra en parler au gars avec la calèche. Il a déjà plein de brevets, trop fort. Pour en revenir à la question sur la motivation, parce Bien qu'effectivement le brevet ça ne concerne pas tout le monde, même si c'est un point qui est super intéressant et ça fait partie de l'univers de l'entrepreneuriat. Il faut être curieux, il faut avoir envie de se renseigner, chercher par soi-même parce que ça n'arrivera pas sur un plateau. Donc de toute façon, si on se pose la question de est-ce que je suis fait pour ça, c'est qu'à mon avis de base il y a quelque chose qui attire. Je pense que ce sont les personnes qui sont de nature autonome, qui vont être curieux, qui vont avoir envie d'apprendre, de découvrir, d'expérimenter. Maintenant, si je peux donner quelques conseils, il ne faut pas attendre que ce soit parfait. Sinon, on ne se lance jamais. Il ne faut pas attendre d'être prêt pour se lancer parce qu'on va apprendre sur le tas. Donc si on attend, on ne se lance jamais. Comme on disait, c'est le moment où on est jeune qu'il faut expérimenter, qu'il faut essayer. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Et c'est les meilleurs conseils que je peux donner. Ensuite, on apprend sur le tas et c'est ce qui est le plus formateur finalement, c'est de faire face à la difficulté ou à l'échec. C'est là qu'on va apprendre le plus. Donc, La phrase du ne pas attendre que c'est parfait, elle est trop importante. ouais. Parce que non mais c'est toujours pas assez bien, c'est toujours pas assez bien. Dans tous les cas, ce que tu vas lancer au départ, ça va se planter. Et tu vas apprendre de ce qui était mauvais. Donc fais-le maintenant. Qui est-ce qui avait dit ça Vince, en plus une interview qui était passée il y a pas longtemps. Je sais plus, mais bref, une grande interview d'un géant du numérique qui disait mais nous quand on a lancé, c'était Windows. Quand on a lancé Windows, au début c'était pourri. C'était nul, mais on l'a lancé. Toujours. Linux. Mac. On va lancer un débat là. Non, mais qui disait, mais nous quand on a lancé ça, on s'est planté. Juste on a appris de nos erreurs, mais si on avait attendu, on n'aurait jamais avancé. Donc lancez-vous. Trop bien. Alors, on se lance maintenant, super, on apprend, on a trouvé la motivation, on fait le premier pas. La première chose qui est dure, comment on trouve ses premiers clients?
Est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer, qui veut trouver ses premiers clients? Le bouche à oreille. Au départ, il y a pas, c'est une évidence. On n'a pas un réseau qui est inné. On ne va pas rencontrer d'un coup 100 personnes qui vont nous aider. C'est aussi à nous d'avoir cette tchatch, en fait, d'aller voir les gens, d'aller déposer une carte de visite, de parler de soi, de communiquer avec d'autres. Et je me rends compte au détour de pas mal de conversations, mais y compris dans le cadre privé, que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et finalement, c'est presque à chaque sortie que je me rends compte que je peux collaborer avec quelqu'un. Même sur des sujets qui sont complètement différents, même si on a des domaines qui sont différents, on peut tous apporter quelque chose. Et je trouve qu'entre jeunes, c'est vachement bien de se réunir pour en parler. C'est fou. Autour d'un café, ou d'un verre d'eau. Ouais, voilà. Je pense que si on reprend l'aspect étudiant, tu as les stages, les entreprises, ça te fait un point d'insertion, l'alternance. En alternance, je sais qu'il y a un concours qui s'appelle AlternUp. Alors ça, c'est plus pour les grands groupes, mais du coup, ils t'incubent, ils t'accompagnent, ça c'est vraiment bien. Le bouche à oreille, tu l'as dit, c'est très important. Aujourd'hui, il y a le numérique, donc Internet, LinkedIn, tout ça. Personnellement, je suis pas plus friand, je sais jamais s'il y a vraiment une retombée qui est concrète ou pas, mais au pire quoi, t'as perdu un jour, 2 jours de travail, t'as fait ton site internet, t'as fait ton truc, bon bah voilà, faut l'essayer. Mais ouais, le bouche à oreille, les jeunes, comme tu disais, c'est vraiment bien de se serrer les coudes dans le sens où, plutôt qu'aller travailler avec quelqu'un que je connais pas forcément, que j'ai trouvé sur internet, je demande toujours à Vincent, à des collègues ou les gens qui sont le plus proches de moi, est-ce que t'as pas quelqu'un de quelqu'un de quelqu'un? Et en général, ah si, lui il commence, vas-y envoie-le-moi, on verra ce que ça donne. Au pire, bon bah c'était pas le bon plan ou alors la pépite qui se réveille quoi. Donc ouais, il y a ça. Merci. Oui, autre chose, peut-être que pour trouver le bon client, enfin pour trouver des clients, en fait, il faut peut-être des fois pas chercher un client justement, mais effectivement parler à des gens, parler à des organisations qui ont des besoins et en fait voir comment on peut leur apporter de la valeur sans réfléchir tout de suite à comment moi est-ce que je peux gagner de l'argent. Surtout si on est un jeune étudiant, qu'on n'a pas forcément encore de compétences, etc. Se mettre en lien, créer de la valeur et après ça peut venir en fait. Moi c'est un peu comme ça que j'ai trouvé mon premier CDI. Au début il y avait une boîte effectivement que j'aimais bien, qui était dans l'écologie parce que moi j'étais déjà passionné par l'écologie à cette époque-là et j'ai essayé de leur apporter de la valeur et à un moment en fait ils m'ont proposé directement, ils m'ont proposé un stage de fin d'études qui a débouché ensuite sur un CDI. Donc j'ai aidé à organiser des événements dans mon école, des choses comme ça, à faire un peu leur promotion dans mon école, tout ça. Donc vraiment créer la valeur, intérêt aussi de... Enfin, moi je pense qu'un bon vendeur, puisqu'en fait quand on est entrepreneur, on est vendeur. Un bon vendeur, c'est pas forcément quelqu'un c'est pas un vendeur justement. C'est plus un conseiller, c'est pas quelqu'un qui va essayer de placer son produit à tout prix. Il y a dans le Loup de Wall Street, vendez-moi ce stylo. Et il y a un gars qui dit bah voilà c'est un super stylo, il est très beau, etc. Et en fait, je pense que la bonne approche, c'est pas de se focaliser sur mon produit, mon service que je veux vendre et de parler, ça c'est un peu un défaut, on se présente à un client et en fait on fait que de parler de son produit ou de son service, on s'intéresse même pas à son client. Et en fait je pense qu'il faut faire tout l'inverse, il faut même pas parler de son produit ou de ce service ou très peu, il faut s'intéresser qu'à son client en fait, ou aux gens qui peuvent être des potentiels clients, aux gens qui sont autour de nous. Ça peut être un particulier si je veux faire du B2B, donc du business to consumer, ou aux organisations et se renseigner, savoir quels sont leurs problèmes, etc. Et là ça va venir. Et autre chose sur comment se lancer, en fait, ça revient un peu à cette question-là. En fait, peut-être qu'il faut d'abord faire ça avant de vraiment se lancer. C'est-à-dire qu'il faut déjà se mettre en lien avec son écosystème pour voir quels sont les besoins. Au lieu de se mettre dans sa chambre tout seul ou en brainstorming à 3-4 et de se dire « Ok, on va chercher une super idée de super service, super produit qu'on va ensuite essayer de vendre en espérant qu'il y ait quelqu'un qui essaie de l'acheter. » En fait, autour de moi, il y a plein de gens, plein d'organisations qui ont des problèmes déjà et qui cherche à résoudre ce problème. Et peut-être qu'en fait, il faut juste écouter les gens autour de soi, les organisations autour de soi, et chercher comment est-ce qu'on peut résoudre le problème, le besoin qu'ils ont. Et c'est de là que peut émerger en fait l'idée, sans avoir forcément des compétences extrêmement particulières. Après, ça s'acquiert, les compétences en fonction du besoin qu'on a trouvé. Bon, presque question de fin. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille non plus. Bon, il y a plein de freins, on en a parlé. Si demain vous deviez un peu donner les erreurs à éviter quand on se lance en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous diriez? Je peux rebondir. Non, parce que j'ai été confrontée à ça et c'est assez récent mon projet, donc c'est encore frais dans ma tête. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est de se comparer. Ça sert à rien. Il faut se lancer, il faut avoir confiance en soi. Dans les erreurs, c'est d'avoir peur de l'échec. L'échec, ça en devient un dès lors qu'on abandonne.
Sinon, c'est une forme d'apprentissage. Et j'aimais beaucoup. Je l'ai entendu récemment, je vais essayer de la redire. Je m'excuse d'avance. Mais c'est l'analogie du homard. Vous la connaissez ? Pas du tout. C'est un psychiatre américain qui en a parlé. Donc, il a évoqué finalement la façon de grandir du homard. Ça, on s'en fout complètement. Mais c'est sa façon de grandir. Le homard, c'est un animal qui est mou, qui a une coquille solide. Et à un moment donné, la coquille ne grandit pas avec lui. Donc, il va se sentir sous pression, il va se sentir à l'étroit, ça va être très inconfortable. Donc, c'est le moment pour lui d'aller se cacher pendant une petite semaine. Il va lâcher sa coquille, il va en fabriquer une nouvelle, plus grande, plus solide. Et c'est ça qui est intéressant dans la relation à l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas un échec, c'est pas juste inconfortable, c'est le signal qu'il faut grandir à un moment donné. Et donc, si demain, dans ton projet, tu te sens sous pression, à l'étroit, ou tu te sens inconfortable, mais n'aie pas peur en fait. C'est le meilleur qui puisse t'arriver, puisque c'est à ce moment-là que tu vas apprendre et que tu vas rebondir. Et donc je trouve ça juste génial, cette analogie, c'est de se dire que c'est pas un échec. Si tu as peur, c'est que tu vas apprendre quelque chose et c'est bénéfique pour toi. Donc faut pas avoir peur, faut pas attendre de pas être prêt. Faut pas attendre d'être prêt, faut pas attendre que ce soit parfait, on en revient à ça, c'est bénéfique en fait, cette peur. Ok, bah effectivement, là-dessus, sur se lancer et pas attendre d'être parfait, en fait, pour moi, l'erreur à ne pas faire, c'est rester, par exemple, dans sa chambre pendant 3 ans à développer son idée sans se confronter. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on disait. Sauf, alors, la question du brevet, ça, je ne connais pas, donc je ne vais pas parler. C'est effectivement, si on veut développer un brevet sur une pièce technique très particulière, là, effectivement, ça fait peut-être sens. Mais si c'est une idée, je ne sais pas, d'appli mobile, une appli mobile, à ma connaissance, ça ne se brevette pas, en fait. Si je veux faire, je ne sais pas, une appli pour cuisiner avec mes... je balance une idée là, enfin elle a déjà été prise, mais je veux faire une idée où en fait, en tant que partie, pour mettre en relation des gens qui cuisinent chez eux et qui vont donner à manger aux autres, enfin qui vont vendre à manger aux autres. Donc je fais un gros plat chez moi et puis je vends à mes voisins 10 € et je me mets en relation avec l'appli. Par exemple, en fait, à un moment, ça sert à rien de passer 3 ans chez moi, en fait, tout seul dans mon coin, à développer l'idée pour attendre d'avoir l'idée parfaite avant de se lancer. Parce qu'en fait, ça se trouve, le marché, il n'est pas là. Ou ça se trouve, il y a un problème légal autour de ça, sur l'hygiène alimentaire, par exemple, qui fait qu'en fait, je ne vais pas pouvoir me lancer. Et moi, j'ai la super appli, j'ai passé 3 ans à la développer, à apprendre un langage informatique, etc. Et au final, ça ne matche pas avec le marché pour je ne sais pas quelle raison. Donc, effectivement, se lancer le plus rapidement possible et tester son idée, en fait, tester le marché, parler avec des potentiels clients pour voir s'ils sont vraiment intéressés ou s'ils nous disent potentiellement tous mes potentiels clients, ils vont me dire écoute, ton idée d'appli mobile, ça m'intéresse, mais pas du tout, franchement, c'est pas du tout mon truc. Par contre, moi, mon besoin, il est vachement là-dessus. Et donc vraiment, toujours être en lien pour comprendre ce qu'on veut. Et je pense que même pour le brevet, quelque part, quand tu développes un brevet, c'est après pour vendre ton produit, un produit. Et il faut qu'il y ait une cohérence avec le marché. En théorie, dans ma tête, je peux me dire c'est évident que les gens en ont besoin. Moi, mon projet, ça a beaucoup de valeur, c'est une super idée. Et en fait, tout le monde autour pense non, en fait. Moi, j'en ai vu plein des entrepreneurs qui pensaient qu'ils avaient une super idée. Et en fait, personne n'était prêt à payer pour leur idée, en fait. Et personne n'était intéressé par leur idée. Et si c'est le cas, peut-être que je me suis trompé, en fait. Peut-être que je ne suis pas dans la bonne direction. Clairement, je prends l'exemple d'Amazon. Il s'est lancé de base, c'était une bibliothèque en ligne. Il avait un marché qui était un peu tout nul et il a commencé, il en a parlé à balle de son idée, alors même à des personnes qui ne vendaient pas ou n'achetaient pas de livres. Et en fait, c'est les entreprises qui lui ont dit mais attends, mais moi j'aimerais bien commencer à faire livrer et tout. Félicitations, il venait d'inventer une nouvelle forme de la marketplace. Clairement. Je pense qu'il y a aussi un point qui est très dur quand tu commences, c'est brader ton prix pour que tu sois sélectionné. Et pour moi, c'est une erreur parce que après, comment tu le remontes pour en vivre? Parce qu'il y a brader et brader, bien évidemment, et trouver le juste équilibre de j'ai pas les compétences, je doute de moi et je veux choper le contrat et je me vends ou je fais du travail gratuit. Et ça, c'est très dur. Je sais que ça vient souvent comme discussion. Et avant d'annoncer un prix, réfléchissez bien, demandez conseil, quitte à aller voir des concurrents, vous renseigner la presta, comment il l'a fait ou comment ça pourrait se passer pour avoir un ordre d'idée. Ça, c'est un point qui est assez important parce qu'une fois que c'est annoncé, c'est annoncé. Il n'y a pas je te rajoute 15% dans la gueule, c'est gratuit. Donc voilà. Surtout qu'en plus, dans la politique de prix, quand c'est cher, ça paraît de bonne qualité. Quand c'est pas cher, ça paraît nul. Donc demain, quelqu'un qui va vendre une presta, j'en sais rien, de consulting, par exemple dans le bureau d'études, tu lui vends 150 € les 10 heures de travail. Bon, il va te regarder, il va se dire bon, est-ce que mon projet il va tenir Moi, je sais pas si c'est le mot de clôture, mais pour moi, et sans contredire personne, pour moi, faut pas éviter les erreurs, faut y aller. Dans tous les cas, on va essayer de mettre le bon prix, mais on n'aura pas fait la bonne estimation de temps, si on est au temps par exemple, ou de matières premières si c'est du produit.
Donc dans tous les cas, les erreurs, on va en faire. Faut y aller, faut se les prendre. Le gros, c'est faut se lancer. Un point, c'est tout. Trop bien, ça me fait ma transition parfaite. Là, vous allez avoir des gens qui vont vous écouter. Petit mot de la fin à des potentiellement jeunes qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Sur qu'est-ce que vous leur diriez pour se lancer, pour tout ça, en une ou deux phrases. Honneur aux femmes. Ah bah allez, vas-y, je prends. Non, mais c'est lancez-vous, il n'y a rien à perdre. Encore une fois, c'est le terrain pour expérimenter. On a différents retours, différentes expériences et je pense que ça se voit à nos visages qu'on adore ce qu'on fait. Donc à un moment donné, si ça vous titille, renseignez-vous, allez vous documenter, lancez-vous encore une fois. Que dire de plus? Non, mais il n'y a pas à avoir peur, comme tu dis, des échecs, il y en aura. Finalement, un échec, encore une fois, c'est si on s'arrête là, mais sinon on apprend, donc c'est que du bénéf. Trop cool. Idem. Elle a tout dit. Ah, juste envie de dire, pas de responsabilité, pas d'enfants, pas d'animaux, papa, maman, ils payent le loyer ou on vit chez papa, maman, il n'y a que la copine ou le copain, il n'y a rien qui vous retient quoi. Feu, pire c'est une grande claque dans la gueule et un peu de temps perdu, mais non, ça le sera pas. Donc feu quoi, c'est tout. Trop cool. Merci. Moi, je dirais quand même, de façon un peu plus globale, entrepreneuriat ou pas, de trouver du sens en fait dans ce que vous faites, que ce soit un CDI, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit du freelance, etc. Sachez pourquoi vous le faites. C'est le mieux, c'est même quand on a une activité qu'on aime faire au quotidien. Ça, c'est royal parce que quand on travaille pour quelque chose, on ne sait pas pourquoi on travaille. Et on sait pas, on n'aime pas faire ça, c'est horrible en fait. C'est super pénible. Mais quand on fait une activité, on sait pourquoi on le fait, mais en tout cas pour moi, c'est un vrai bonheur. Quand ça fait vraiment sens et quand ça poursuit un but qui fait vraiment sens pour nous. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a guidé depuis toujours dans ma carrière parce que c'est ce qui me rend profondément heureux en tout cas, de trouver du sens. Trop bien. Bah écoutez, Maxime, Nicolas, Vincent, Déborah, merci beaucoup. Je pense que ça a été vraiment utile. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi, parce que c'est vraiment le but de se poser comme ça, de pouvoir discuter ensemble et que des personnes le voient. Donc merci infiniment. C'est le deuxième café débat de la Face. On va en refaire d'autres. Et dès qu'on aura le pop-up Face, je vous enverrai une petite invitation, comme ça on se boira un verre là-bas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.